Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des populations mongoles du début de notre ère et surtout de leur relation avec l'empire des Han. Alors, avant, si vous voulez, de commencer cette conférence, je dirais, une petite transition avec ce qui précède et d'autre part, en dehors de cette transition, si vous voulez, une introduction sur ce qui va suivre. J'ai passé effectivement une vingtaine d'années à fouiller en Mongolie, mais ces fouilles ont été initiées par Pierre-Henri Giscard. Et Pierre-Henri Giscard est un ami, c'est un ami de Francis Duranton, et vous les voyez tous les deux là lors de la remise de la Légion d'honneur à Pierre-Henri Giscard il y a quelques mois. Dans le même temps, toutes ces missions en Orient, en Mongolie notamment, en Chine, ont été possibles parce que, d'une part, nous avions effectivement Pierre-Henri Giscard derrière nous, d'un point de vue, je dirais, scientifique et sponsor, et d'autre part parce que Pierre-Henri Giscard a toujours eu, le chic pour s'entourer de gens et pour mobiliser, si vous voulez, différents secteurs et privés. Et je voudrais, dans cette partie, rendre effectivement hommage à notre président, parce que c'est bien grâce à lui, si vous voulez, que ces missions ont pu continuer, parce que toutes ces missions qui ont eu lieu en Chine, en Mongolie, etc., eh bien, c'est de la coopération. Je vais vous montrer à la fin, ce n'est pas mon travail, si vous voulez, c'est celui d'équipes franco-mongoles, franco-chinoises parfois. Et ces pays sont très demandeurs, effectivement, pour leur patrimoine, de pièces restaurées. D'accord ? Et ces pièces restaurées, en ce qui concerne le mobilier métallique, elles l'étaient en grande partie grâce à EDF en France. Et Monsieur Albi, vous avez joué un rôle essentiel dans ces relations, et je dirais au niveau politique, pour développer tous ces éléments. Et je dirais que tout ce qui se présente en fait sur l'Orient d'un point de vue archéologique vous doit énormément, et je tenais à vous en remercier. Alors, pourquoi d'abord, où c'est, si vous voulez, d'accord ? Où est-ce que c'est ? Parce que la Mongolie, si vous voulez, ça se situe ici, et c'est entre ces deux grands voisins, comme disent les Mongols, d'une part la Fédération de Russie ici, d'autre part la Chine ici, et juste je vous signale ce petit endroit parce que j'y ai fouillé, c'est toujours un endroit qui est assez intéressant, j'ai fouillé ici, et en fait vous avez la Mongolie, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et la Chine dans un secteur qui là est visible sur la carte parce qu'on a voulu le montrer, mais qui fait moins de 50 km. Donc une frontière assez particulière. Donc la Mongolie se situe ici, et cette Mongolie, si vous voulez, elle a une particularité, c'est qu'elle est à l'origine, en fait, une des extrémités du corridor des steppes. Alors, qu'est-ce que c'est que le corridor des steppes ? Le corridor des steppes, vous avez ici le lac Baïkal. D'accord ? La Mongolie se situe ici. En fait, ici, vous avez la totalité de la chaîne himalayenne. Ici, vous avez les montagnes de la Lune, et donc ici, un des déserts les plus secs du monde, qui est le désert du Taklamakan, et ici, vous avez l'Altaï. Ce sont des zones qui, en fait, sont subdésertiques ici, et qui, dans cette partie, sont des zones avec des prairies. Ce qui fait que, si vous êtes à cheval ou à pied, et que vous partez à pied, vous allez suivre. C'est un corridor qui, par endroit, fait 200 km et par endroit, fait 50 km. Vous suivez, et arrivé en Europe de l'Ouest, au niveau des Alpes, vous les contournez soit par le haut, soit par le bas. D'accord ? Ce qui vous explique que ce qu'on appelait à l'époque les grandes invasions, et qui sont parties en fait d'Asie, d'accord, eh bien, se soient retrouvés simplement en Europe de l'Ouest, d'accord, avec les Wisigoths qui arrivent par le sud et qui prennent Rome, et par le nord, d'autres populations telles que les Huns, et qui ensuite vont redescendre, d'accord.
Ensuite, si vous arrivez quand vous êtes par là, il va falloir, là c'est un peu plus difficile, parce que vous allez vous retrouver face au Caucase, mais vous pouvez essayer de franchir le Caucase, vous prenez la Turquie et ensuite vous descendez par là et vous arrivez en Égypte, et c'est ce qu'on appelle les invasions turques et ottomanes. Et donc la géographie, si vous voulez, explique à peu près tout dans cet endroit. En ce qui concerne la période temporelle, ça va être en gros le IIe siècle avant au IIe siècle après. C'est ce qu'on appelle la Chine des Han. Cette Chine des Han, elle avait été précédée par un empire, la Chine des Qin, qui ont donné ces grands guerriers que vous connaissez certainement tous, si vous voulez. Mais la Chine des Han a été la grande période, l'âge d'or en quelque sorte, de l'empire chinois. Et au moment où cet empire des Han se mettait en place, au nord de l'empire des Han, se mettait en place la confédération Xiongnu. Et cette confédération Xiongnu, elle s'est mise en place de 209 avant Jésus-Christ en 156-181. Si vous notez, si vous voulez, elle est quasiment contemporaine de la Chine des Han, même si en ce qui concerne les Xiongnu, certains ont pu perdurer jusqu'au 5e siècle, mais uniquement dans certaines oasis. Et donc là, si vous voulez, il y a une confrontation qui est assez étonnante, et une concordance de dates qui est assez étonnante et extraordinaire. Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi je viens vous parler de ça aujourd'hui, d'accord ? Parce que ça pourrait n'avoir aucun intérêt. Eh bien, en fait, cette confrontation des Han et du premier empire, qui sera ce que certains appellent le premier empire des steppes, intéresse les archéologues et les historiens depuis plus d'un siècle, et vous allez voir, pas uniquement à un niveau local. Premièrement, il y a eu des découvertes archéologiques, dont la plus fameuse fut celle de Noïnoula en 1922, qui a été reprise dernièrement par nos collègues Paul Osmark, d'accord ? Et vous voyez qu'il s'agit de tombes très profondes, et ces découvertes de tombes en Mongolie très profondes se passent en 1924. Kozlov fouille 8 tombes à Noïnoula en 1924, et si vous avez des données historiographiques en tête, Howard Carter fouille la tombe de Toutankhamon en 1922. D'accord ? En fait, c'est une espèce de réponse aux Américains, si vous voulez, par le côté russe, qui va découvrir des choses absolument extraordinaires à Noïnoula. Et cette découverte est l'équivalent, en fait, de celle de la tombe de Toutankhamon, en quelque sorte, si vous voulez, mais elle est un peu ignorée pendant longtemps, si vous voulez, jusqu'à la chute du mur de Berlin, par l'historiographie européenne. Et par ailleurs, pourquoi c'est assez extraordinaire ? Eh bien, c'est parce que c'est une tombe qui fait plus de 20 mètres de profondeur, qui est donc gelée au fond, et dans laquelle on va trouver notamment ce splendide tapis qui va faire partie de l'art des steppes, d'accord, et qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, on ne parle pas trop de la confédération Xiongnu, dans les années 24, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, si vous voulez, mais on se dit, oulala, mais c'est contemporain de la Chine des Han. Et sur ce tapis, on s'aperçoit, si vous voulez, sur une de ces parties du tapis, qu'on voit apparaître, alors qu'on était en Mongolie, des sujets qui ont un aspect plus qu'européen. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'il existait des relations entre le nord de la Mongolie et la Bactriane, et cette Bactriane, si vous voulez, et qui est beaucoup plus à l'ouest, ici, et notamment sur un élément avec lequel je reviendrai, qui est la question des chevaux célestes. Alors, qu'est-ce que c'est cette question des chevaux célestes ? Si vous vous intéressez à l'Orient, et on peut penser que vous y intéressez et que vous avez des connaissances, c'est ce type de chevaux qui est retrouvé dans les tombes Han s'appelle des chevaux célestes, et c'était des chevaux que les Chinois allaient chercher à Fergana, et Fergana, c'est ici, si vous voulez. Et ce sont les Han qui sont allés chercher ces chevaux à Fergana, parce que contrairement aux petits chevaux
qu'avaient les Chinois, qui étaient des chevaux mongols. À Fergana, on avait de très grands chevaux qui, par ailleurs, avaient une couleur sang qu'on retrouve ici. Donc voilà comment ce qui se passe. Ensuite, toujours, les chercheurs continuent à essayer de trouver des tombes gelées. Et en 1929, Gryaznov trouve dans l'Altaï, à Pazyryk, d'accord, donc l'Altaï, donc ici on est en Mongolie. En fait, l'Altaï, ça se situe ici. Vous voyez, moi j'ai fouillé une tombe gelée de type Pazyryk ici. Donc dans cette zone, il trouve le site de Pazyryk qui livre lui aussi, si vous voulez, d'énormes tombes gelées avec un mobilier absolument exceptionnel, dont ces premiers tapis de l'histoire de l'humanité, si vous voulez, bien conservés, qui datent environ du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on a une espèce, à ce moment-là, un intérêt, si vous voulez, très marqué pour ces régions. Et commence à se mettre en place qu'il y a eu des routes de la soie, mais pendant là, vous avez une carte qui a été faite par l'UNESCO, si vous voulez, et en fait, ces routes de la soie, jusqu'à présent, on les voyait plutôt, si vous voulez, vers le sud que vers le nord. Et en même moment, on commence des recherches sur la Grande Muraille de Chine, parce que cette Grande Muraille de Chine, pour beaucoup, si vous voulez, elle commence plus tardivement, mais en fait, la Grande Muraille de Chine a été mise en place par les Han. D'accord ? Elle a été mise en place par les Han, alors pas forcément, quelquefois sous la forme de murailles qui restent ici, et c'est bien différent des murailles que vous avez à Pékin, qui elles sont plus tardives, mais aussi sous la forme de forts. Et donc, une des grandes questions qui se posent, si vous voulez, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Han ont mis en place la Grande Muraille? D'accord? C'est qu'il fallait résister aux populations qu'il y avait derrière. Et ces populations qu'il y avait derrière, c'était les Xiongnu. Alors les Xiongnu, on n'a pas beaucoup de données écrites dessus. Pourquoi? Parce que la Chine des Han, c'était l'écrit et l'administration, tandis que les Xiongnu, c'était l'oral et les ententes entre chefs de tribus. Espèce d'université, pardon. Mais c'était une entente entre chefs de tribus. Et les Chinois écrivaient beaucoup sur ceux qui étaient au nord, et on a donc des textes, comme celui-ci qui est écrit en chinois, si vous voulez, sur les populations. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'écrits sur les Xiongnu, mais ce sont ceux de leurs voisins. Ce ne sont jamais des écrits des Xiongnu. Et alors, je vous ai présenté les fouilles de Noïnoula, les fouilles de Pazyryk, les contacts avec la Bactriane, et là, si vous voulez, il y a un intérêt qui va se mettre en place jusqu'à aujourd'hui pour ces contacts entre les populations de Mongolie et les populations Han. Vous avez ici quelques-uns des grands éléments, si vous voulez, qui ont marqué cette étude. Grousset écrit le premier empire des steppes, d'accord, l'empire des steppes, et pour lui, le premier empire des steppes, c'est les Xiongnu. Et il faut attendre, il y aura plusieurs rééditions, et pour Grousset, si vous voulez, on a non pas une flèche bleue et une flèche rouge, mais en fait on a une flèche bleue, une flèche rouge, d'accord, c'est-à-dire que la Grande Muraille a été mise en place contre les Xiongnu, il fallait les arrêter, d'accord. Et donc on a un empire Han qui va affronter des barbares qui vont être les empires Xiongnu. En 1962, Latimore publie un bouquin qui fait toujours autorité, qui est l'étude des frontières, d'accord. Et il montre qu'en fait, les frontières, si vous voulez, c'est des zones d'échange. Et il dit, peut-être que ce qu'il y a eu entre les Chinois et les Mongols, c'est pas que les premiers voulaient arrêter les seconds, c'est qu'ils voulaient qu'il y ait des échanges, d'accord. Et la frontière, c'est pas un mur, c'est une zone de contact, au contraire. Et ça change beaucoup de choses. Et en 2015, alors que dans le monde entier, si vous voulez, on est passionné par les écrits d'un Américain qui parle du middle ground sur la colonisation, le middle ground dans la colonisation, c'est le fait que ça va bien se passer, la colonisation va bien se passer, parce qu'au départ, les colonisateurs vont vouloir quelque chose que ne vont pas comprendre les colonisés, et les colonisés vont vouloir quelque chose que ne vont pas comprendre les colonisateurs. Mais tout le monde va se mettre d'accord, puisque ça fait plaisir à tout le monde, et croyant que tout le monde est content. Tout le monde est content, mais pas pour les mêmes raisons, si vous voulez. Et donc,
Miller, en 2015, dit en fait ce qui s'est passé entre les Chinois et les Xiongnu, c'est un middle ground, c'est-à-dire qu'ils ont été en contact, certains cherchaient quelque chose, d'autres autre chose. En 2019, Scott a écrit ce bouquin qui a été publié en français, que vous avez peut-être lu, Homo domesticus, une histoire profonde des premiers États, pour lui, pour laquelle, si vous voulez, on est dans quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'un État, un grand empire, ne peut pas exister sans un autre État à côté, si vous voulez, qui soit celui des barbares. Il décrit par exemple le cas de Rome avec les barbares à côté, le cas de l'Égypte avec tous les peuples qui l'entouraient, et parce qu'il faut qu'il y ait des échanges. Et pour lui, le fait, si vous voulez, il oppose des Chinois qui étaient des gens liés par leur administration, avec des paysans sous le joug, à des barbares libres, et pour lui, ça devient l'inverse, la Grande Muraille est une zone de contact, mais elle est construite par les Chinois en grande partie pour éviter que les esclaves qu'il y avait en Chine ou le peuple chinois ne fuient vers la Mongolie. D'accord ? Donc on a une inversion complète de Grousset en 1938. Donc c'est une question, si vous voulez, qui finalement, comment la résoudre ? La résoudre, il faut essayer de s'intéresser aux Xiongnu eux-mêmes. Parce que, et c'est l'archéologie, parce que c'est la seule vue directe que nous ayons sur les Xiongnu. C'est une vue qui est déformée, mais c'est une vue d'époque. Ça, c'est une première chose, si vous voulez. Et comme toute donnée en archéologie, qu'est-ce qu'il nous faut étudier ? Soit des habitats, soit des tombes. Peuple de nomades, les habitats sont rares. Et vous avez ici une yourte, vous avez ici une yourte mongole actuelle, et vous avez ici une représentation de yourte qu'ont trouvé les collègues russes près du lac Baïkal et qui date de l'époque Xiongnu. Donc c'était des nomades. On sait cependant que ces nomades, ils devaient avoir quelques lieux fixes puisqu'ils avaient de l'or et que cet or dont l'étude a été menée montre que c'était un or local, donc il y avait forcément, si vous voulez, des zones où on travaillait l'or, il y avait un artisanat, etc. Et ça ne pouvait pas se passer uniquement dans une yourte de nomades qui bougeait. Si vous voulez. Il y avait quelques zones de sédentaires. Et donc, du coup, si vous voulez, on va étudier les ensembles funéraires. Mais le problème qui se pose, c'est que dans les ensembles funéraires, les tombes, il existe des tombes qui sont riches et profondes. Vous avez ici les fouilles que j'ai menées, par exemple. Vous voyez, ça, on a des profondeurs, on a des tombes qui font jusqu'à 15 mètres de long et jusqu'à 7 mètres de profondeur. D'accord ? Donc, il faut du monde. Et ici, vous avez d'autres tombes avec des reconstitutions qui ensuite sont possibles et sur lesquelles je reviendrai. Mais on a aussi quelques tombes dans ces ensembles funéraires qui sont des tombes plus modestes. Donc, ici. Par ailleurs, ces tombes, elles ont souvent été pillées. Elles ont souvent été pillées ou considérées comme telles. Quand je dis considérées comme telles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute évidence, certaines tombes ont été pillées. Ici, vous avez une diapo de faible qualité. Mais en fait, si on regarde ici, vous avez le sommet de la tombe, ici, et vous voyez que il y a eu un passage qui a été fait par des pillards qui sont arrivés ici jusqu'au coffre. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés, donc il faut de grands ensembles et de nombreux moyens humains, et là vous avez une fouille qui a été dirigée par Pierre-Henri Giscard et moi-même au début des années 90, si vous voulez, avec plus de 30 ou 40 personnes qui ont amené à la fouille exhaustive d'un cimetière Xiongnu. Mais il faut des fois des ensembles techniques. Ici, vous avez la fouille de Golmod qui a été menée par Pierre-Henri Giscard, et vous avez une tombe qui fait plus de 20 mètres de profondeur, dans du sable, ça s'effondre, et donc là, il faut attaquer quelque chose de très large avec une pelle mécanique pour arriver à une chambre, d'accord, qui a pu être pillée, mais qu'on peut ensuite reconstituer. Et alors, quel est l'intérêt, si vous voulez, d'étudier la ritualité funéraire ? Parce qu'on pourrait dire, on va voir ça. En fait, si vous voulez, dans la ritualité funéraire, il y a quelques éléments qui sont intéressants dont je vais vous faire part avant de poursuivre. C'est qu'il y a une question qui est stable dans les rituels funéraires, si vous voulez. Les rituels funéraires, ils sont stables pour deux raisons. D'une part, puisqu'on a tous
je dirais, assister à des inhumations, des enterrements ou des crémations, quand on assiste à ça, il faut qu'on comprenne. D'accord ? Donc on a intérêt quand même à ce que les cérémonies aient un caractère qui soit stable et qui soit et qui soit, je dirais, compréhensible par tous, ce qui implique une pression de groupe. Ensuite, souvent, les enterrements, souvent dans les sociétés traditionnelles, ce sont des choses auxquelles les enfants participent et que les adultes, si vous voulez, leur transmettent finalement. Donc on a un élément qui est assez conservateur. Et ensuite, il y a une part d'innovation, toujours, dans ces rites funéraires. C'est que d'une part, il faut s'adapter aux évolutions sociétales. Pourquoi il faut s'adapter aux évolutions sociétales ? Sinon, les gens ne comprennent pas, si vous voulez, ou ils n'y croient plus, donc ils ne comprennent pas, ils n'y croient plus. Et aussi, ça dépend de l'économie. Le médecin légiste que j'ai été par certains moments, si vous voulez, quand on fouille des tombes actuelles, entre le 19e et actuellement, l'économie, la médecine, tout ça, ce sont des choses qu'on peut suivre à travers les tombes. On voit apparaître des modes de pantalons différents, des gens qui peuvent être inhumés avec des éléments médicaux différents, etc. Donc il y a une économie du moment qui apparaît aussi. Et donc c'est cette évolution culturelle qu'on va pouvoir suivre. Et donc du coup, si vous voulez, en Mongolie actuellement, on a 3 types de sites. On a ce qu'on appelle des sites impériaux, et dans ces sites impériaux, on a Noinula, dont je vous ai parlé, Golmod, qu'a fouillé Pierre-Henri Giscard, Tsaram, en Bouriatie, qui a été fouillé par des collègues russes, et ces sites impériaux, en fait, dans lesquels on a de nombreux objets chinois et une influence chinoise Han qui est très marquée. Ensuite, on a des sites, alors, beaucoup de sites ont été fouillés, il y a actuellement 200 sites qui sont connus, beaucoup ont été fouillés avec des tombes à droite à gauche, 2 seuls ont été fouillés en totalité, et j'ai la chance d'avoir mené la fouille des 2, si vous voulez. Il y en a un qui est Egingol, qui est un site avec de fortes influences nomadiques que je vais vous présenter, mais des relations avec la Chine, et un autre qui est Tamir, que nous avons fouillé, dont nous avons fouillé la totalité d'un secteur en partie, qui est un site avec de fortes influences chinoises, et on va voir, si vous voulez, qu'est-ce que ça évoque pour ses relations avec l'Empire Han. Ici, vous avez une carte. En fait, si vous voulez, sur cette carte, ce qu'on s'aperçoit, qui n'est pas d'ailleurs trop réduite, c'est que tous ces sites, en fait, ils sont un peu, si vous voulez, dans le nord de la Mongolie, mais ils sont dans le nord de la Mongolie, mais dans des contextes qui sont bien différents, si vous voulez. Ils sont dans des contextes qui sont bien différents. En fait, Egingol est ici, il est déjà dans le corridor des steppes. Quand je dis qu'il est déjà dans le corridor des steppes, on est à moins de 200 km du Baïkal, et là, vous avez des prairies avec de l'herbe, des chevaux, etc. On est dans le nord de la Mongolie. Golmod, on est dans une situation intermédiaire, c'est un site impérial. Noinula, c'est un site impérial, mais qui ressemble un peu à Egingol, je dirais, du point de vue des prairies. Et Tamir, on est ici, et en fait, Tamir, c'est un site qui est à la limite, si vous voulez. On a le Gobi qui est ici, et les montagnes de Khangai, et en fait, c'est un site sur lequel je ne reviendrai pas du point de vue de sa position géographique, mais qui est un site de repli. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la Grande Muraille, d'accord ? Puis ça remonte, il y a certaines parties de la Grande Muraille qui sont en Mongolie. Ici, vous avez la Grande Muraille, et ici, c'est le désert, il n'y a rien à faire. Et donc, si vous vous repliez, ou si vous voulez avoir des contacts avec la Chine, c'est ici qu'il faut être. Vous êtes sur le repli, d'accord, mais face à vous, finalement, c'est un peu l'océan, d'accord. C'est comme quelqu'un qui, c'est la relation entre l'Angleterre et la France, si vous voulez, vous serez à Calais. En gros, c'est à peu près ça, puisque un désert, c'est quasiment une mer. Et alors, les sites impériaux, ici, on a le site de Noinula, si vous voulez, avec certains sites bouriates. Ce sont des sites qui sont très, 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 très profonds, d'accord. Les tombes ont souvent été, même généralement, pillées, avec des pillards qui faisaient des trous, des petits trous, hein, souvent, mais qui arrivaient à descendre très profond, attirés par les richesses. Et dans ces sites dits impériaux, par exemple celui de Golmod, eh bien, on a quand même des cercueils, d'accord, qui sont parfois recouverts de lacs, d'accord, ou d'éléments semblables, rouges. Vous avez plusieurs cercueils, plusieurs chambres, et on est là face à des élites, et c'est pas sans ressembler, si vous voulez, en fait, à des tombes Han d'élites de la même époque, d'accord. Donc on a
curieusement, on s'aperçoit que ces Mongols, si vous voulez, cette élite mongole, alors ce qu'on appelle les Shanyu, c'est-à-dire ce sont des gens qui avaient réussi à fédérer plusieurs tribus, mais qu'est-ce que ça veut dire fédérer? Quand vous avez Mongolie, déjà c'est 3 fois la France, quoi. Donc les Xiongnu, c'était plus. Donc vous voyez déjà que quand on est à Paris, on n'est pas à Toulouse, et on est à l'heure pourtant des SMS et du téléphone, d'accord? Et que les manifestations dans un coin de la France peuvent, à l'heure actuelle, dégénérer, etc. Donc vous voyez que des fois le pouvoir central, même dans un État très centralisé comme la France, et au XXIe siècle, ne tient pas forcément tout. Alors vous imaginez, il y a 2000 ans, une fédération avec plus de 4 ou 5 fois la France, une surface de 4 ou 5 fois la France, avec des nomades. Donc on dit c'est un empire, mais ça n'a rien à voir avec un État actuel. Il y a un chef qu'on appelle un Shanyu qui arrive de temps en temps à rassembler des gens autour de lui pour foncer à l'attaque d'autres ou pour aller organiser des pillages. Mais en tout cas, ces chefs, si vous voulez, ils avaient des relations étroites avec la Chine, puisque quand ils se font enterrer avec les mêmes modes que les Chinois. Mais encore, si vous voulez, que peut-être c'était des modes communes. Ils l'ont peut-être pas réussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, depuis avant même les Han, le summum du prestige, c'était le chariot. Le chariot tiré par des chevaux. Et en fait, dans ces tombes, qui sont ces tombes Xiongnu, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve des chariots, d'accord? Ici, vous avez une roue de ces chariots, et ici, vous avez les restes d'une ombrelle. Là, c'est la roue, là, c'est le reste d'une ombrelle, qui étaient ces restes de chariots chinois, d'accord? Ici, vous avez des chars, mais qui rappellent par moments certains éléments. Voilà une reconstitution d'un de ces chariots chinois de type Han, avec le même qu'on trouve dans une tombe dite impériale de Shanyu en Mongolie. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les Chinois étaient un peuple de l'écrit, mais les Xiongnu n'avaient pas d'écrit. Mais comment ils communiquaient avec les Chinois, puisque c'était dans des interfaces? Et on s'est aperçu avec Pierre-Henri Giscard que dans 2 tombes qu'on a fouillées, on a trouvé des tablettes d'écriture chinoises dans des tombes Xiongnu, donc ce qui prouve que de temps en temps, il devait y avoir des lettrés parmi eux. Certainement, ces lettrés, ou bien ils écrivaient en chinois, ou alors ils écrivaient dans certains idéogrammes qui auraient pu être des idéogrammes Xiongnu. Et dans le même temps, si vous voulez, un des plus anciens morceaux de papier avec de l'écriture chinoise a été retrouvé dans une tombe Xiongnu. Elle a été retrouvée dans une tombe Xiongnu où elle servait à caler un fragment de chariot chinois, sans qu'on sache, si vous voulez, si c'était délibéré ou c'est parce que les Chinois leur envoyaient un chariot ou c'était un peu branlant, ils ont mis du papier pour arrêter l'élément. Mais c'est assez étonnant de penser qu'un des plus vieux écrits chinois sur papier a été retrouvé dans une tombe Xiongnu à plus de 2000 km de la Chine, chez des sujets qui étaient censés ne pas écrire, si vous voulez. Et alors, ces tombes sont immensément riches et elles portent des décors souvent sur les cercueils en or. Vous avez ici des éléments, mais il y a aussi, si vous voulez, des éléments chinois, avec notamment des jades, ici, d'accord, qui sont des importations Han, ou des disques, des fragments de disques que les Chinois Han mettaient dans les tombes, d'accord, qui étaient des fragments de disques en jade, et les Chinois mettaient des objets complets, tandis que dans certaines tombes impériales, ils mettaient parfois que des morceaux, et ces morceaux avaient été portés en pendentif, d'accord. Donc on ne sait pas trop ce qui se passait finalement de point de vue de ces contacts. Et alors, très intéressant, c'est que les Chinois Han, à cette époque, si vous voulez, développent la mode des miroirs. Ils développent la mode des miroirs, ici, et dans de très nombreuses tombes en Mongolie, des tombes de l'élite et des tombes impériales, on retrouve des fragments de miroirs. Et la question qui se pose, c'est pourquoi retrouve-t-on uniquement des fragments de miroirs? Or, dans les tombes chinoises, on trouve des miroirs qui sont toujours complets, chez les Han. Chez les Mongols, on verra qu'à quelques exceptions près, on trouve toujours des fragments. Alors, c'est parce que ça relève ou bien d'une tradition mongole qui était connue par la suite, qu'il fallait que quand une famille meurt, et là on retrouve ce que disait Francis Duranton,
on prenne un miroir et qu'on le casse en deux, et qu'il y en avait une partie pour le mari, une partie pour la femme, enfin ça c'était resté dans la famille, d'accord? Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ces miroirs, ils sont toujours retrouvés sur les corps des sujets, et ces miroirs, on appelle ça des miroirs, mais on se voit mal dedans, si vous voulez, c'est plus ou moins un reflet. Et en revanche, avec ce petit élément qu'il y a là au milieu, ils ont une espèce de forme concave, et on pense que ça servait plutôt à la divination. Donc c'était des objets magiques qui étaient d'origine chinoise et qui étaient retrouvés dans les tombes, mais des tombes d'une certaine élite, et que les Mongols s'étaient appropriés, mais qui transformaient à leur manière. Et on retrouve aussi des objets en lac, d'accord, des importations d'objets en lac. Ici, je crois que c'est à Tamir, c'est nous qui l'avons trouvé. Ici, c'est à Noinula. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on se dit, ah, des lacs, et il y en a comme ça plein dans les dynasties Han, dans les fortes dynasties. Ici, vous avez une lac Han qui vient du musée de la Cité interdite à Pékin, mais ça, c'était de la lac Han pour l'empereur, d'accord. À Noinula, tombe dite impériale Shan Yu, ouais, c'est pas mal, mais enfin, ça n'a rien à voir avec une production impériale. Et celle qu'on trouve dans des tombes de province, c'est de la bimbeloterie, d'accord, c'est de la grosse production. Donc là, ils imitent, si vous voulez, les Chinois leur vendent de la bimbeloterie ou des éléments plus ou moins importants, mais jamais de niveau impérial. Okay. Et toujours autour de ces tombes, on trouve des tombes satellites avec des motifs parfois qui évoquent la Chine et pour lesquels ces tombes satellites, on ne sait pas dans les cimetières impériaux à quoi elles sont liées. Alors, le cimetière, on va s'attaquer maintenant, donc face à ces questions, ces cimetières impériaux finalement posent sur les relations entre les Han et les fédérations Xiongnu, plus de questions qu'ils n'en résolvent. D'accord ? On a des éléments rituels, etc. Et donc il fallait fouiller un cimetière en totalité, et on a fouillé donc sous l'égide de l'UNESCO, monsieur, sous l'égide de l'UNESCO, dans une vallée des Guingols qui allait être noyée par un barrage, elle n'a pas été finalement. Nous avons fouillé un cimetière Xiongnu en totalité, Egingol, d'accord. Donc vous avez la localisation ici, donc dans le nord, et vous voyez que Egingol, ce cimetière Xiongnu, il est ici, on le voyait sur la diapo précédente, en fait il est sur une terrasse quaternaire. Cette terrasse quaternaire, elle domine un fleuve, les Guingols d'ailleurs, et vous avez une grande prairie, et en face vous avez une montagne et des forêts. Et ça, c'est un signe chinois, si vous voulez. Les Chinois, quand on est bien enterré, on est enterré face à un paysage de montagne, d'accord, avec une vallée et de l'eau au milieu. Okay. Et donc les Xiongnu recherchaient systématiquement ce type de site pour enterrer leurs morts, et ils étaient bien donc dans une démarche, si vous voulez, de type chinoise en ce qui concerne leurs éléments. Ça, c'est un plan du cimetière, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a la chronologie ici de ce cimetière, et vous voyez qu'en fait, plus ici, c'est très ancien, ici aussi, et puis après, on a une partie qui est de plus en plus récente, et ici, une zone récente. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces tombes ici, elles ne sont pas Xiongnu, ce sont des tombes turques postérieures, mais juste postérieures aux Xiongnu. En effet, on sait que cette confédération Xiongnu, à partir du IIe siècle, elle va s'effondrer, et ce sont des tribus turques qui vont prendre le contrôle de la Mongolie. Alors, vous avez ici un schéma de tombe classique, avec notamment, si vous voulez, le cercueil qui se trouve dans un coffre, comme chez les Han, mais derrière, vous avez un coffre à offrande, et ensuite, vous avez une niche qui contient des restes animaux. Okay. Or, ces restes, ici, vous avez par exemple le plan d'une tombe, okay, la niche à offrande, qui est en sape, mais qu'on a décapé, le coffre à offrande ici, et les restes du sujet. Je suis désolé, on a téléchargé une version très appauvrie du PowerPoint. Et alors, on a des tombes qui sont très riches. Ici, vous pouvez voir, il y a une quinzaine de têtes de bétail, d'accord. Et on a d'autre part des tombes qui sont des tombes d'enfants, par exemple, beaucoup plus modestes. Et alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que toutes ces tombes étaient considérées systématiquement par nos collègues mongols comme pillées. Okay. Or, en fait, on s'est aperçu que de nombreuses tombes n'étaient pas pillées.
Ici, par exemple, cette tombe d'enfant, on a pu montrer qu'il l'avait ouverte, la seule chose qu'ils aient pris, c'est le crâne. D'accord ? Donc ça, ce n'était pas des pillards, c'était un rite funéraire où on prélevait le crâne de certains sujets. La tombe précédente que je vous montre, en fait, ils avaient un cercueil, ici, okay, qui a été déposé dans un coffre, qu'on voit ici, et le cercueil, vous voyez, il n'y a pas le crâne, et vous avez tous les restes humains qui sont ici. En fait, ce qui se passe, le sujet était décomposé, il était dans un cercueil, ils ont construit une grande fosse avec, comme les ânes, et puis ils ont déposé le cercueil, et quand ils ont déposé le cercueil, tous les os ont glissé vers l'avant, et se sont coincés à ce niveau-là. Ça veut dire qu'à côté de tombes, je dirais classiques, il existait des sépultures qui étaient des sépultures secondaires. On a aussi des sépultures qui sont des sépultures primaires. Ici, vous avez un sujet dans un cercueil, dans un coffre, avec le coffre à offrande ici. Et ici, vous avez l'exemple type d'une sépulture secondaire, d'accord, avec tous les os du sujet qui sont bien présents. Et le sujet s'était décomposé ailleurs et il a été amené à cet endroit-là. Et ici, encore un autre exemple, qui est encore plus étonnant, si vous voulez, c'est que non seulement ils ont amené un cercueil, ils l'ont déposé, tous les os ont glissé au fond, et ils l'ont réouvert avant de fermer la tombe, et ils ont mis le crâne au milieu. Et vous noterez que la tombe, elle n'a pas été pillée, parce qu'ici, vous avez un splendide vase en bronze qui reste intact. Vous avez ce type de tombe aussi, pour vous montrer la complexité des rites, où vous avez un sujet sans tête. Sa tête, elle est là. D'accord ? En fait, la tombe, elle a été réouverte. Le sujet est enterré sur le ventre. Il a même plutôt été plus jeté, si vous voulez, que déposé avec soin. Et alors qu'il était décomposé, on lui a presque décomposé, on lui a arraché la tête, ce qui a soulevé les clavicules, et on a déposé le crâne à l'autre extrémité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce sujet, c'est une femme dont on sait qu'elle a énormément souffert avant de mourir, parce qu'elle a eu en fait, un kyste apical qui s'est surinfecté avec une infection de la face totale qui provoque des douleurs terribles, si vous voulez. Et face à ces douleurs terribles, on sait que même à l'heure actuelle, les nomades des steppes plus au nord, si vous voulez, ça leur fait très, 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 très peur. Ici, vous avez des choses sur lesquelles je passerai qui n'ont jamais été comprises, qui sont quand même beaucoup plus compliquées, si vous voulez. On voit que les os ont glissé contre la pierre, mais que le crâne était de l'autre côté. Tout se passe en fait comme s'ils avaient prélevé le crâne et qu'ils l'avaient mis ailleurs, mais que cet ailleurs était dans la tombe elle-même. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des rites qui étaient des rites parfois un peu compliqués. Alors on a trouvé des tombes satellites. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez une tombe d'homme, donc vous avez une tombe d'homme, qui a été pillée. Elle a été pillée à cet endroit-là. Et à côté, vous avez une tombe d'une femme qui semble plus modeste. Donc ils ont été fouillés en deux temps. Je vous montre en fait le plan, la tombe d'homme, d'accord, la tombe de femme, et ça, c'est donc ça considéré comme une tombe satellite. Et ici, vous avez le coffre à offrande de l'homme. La femme, elle est en connexion, pas de problème. Seulement, lui, on retrouve dans le pillage l'os de la langue, qui est l'os fluide, et elle, curieusement, alors qu'elle est remarquablement bien conservée par le froid, quasiment gelée, il n'y a pas l'os de la langue, l'ostéoïde. Et donc l'os de la langue, il est retrouvé dans le coffre à offrande de l'homme. Okay, donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu horrible, enfin un peu, très horrible. En fait, elle a été tuée, on lui a arraché la langue et on l'a mis dans le coffre à offrande de l'homme. Okay, ce qui a été, ça fait une belle publication, enfin bon. Ce qui vous donne un peu la question de ces tombes. Alors, quand on regarde le plan de ce cimetière, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ici, vous avez les tombes doubles avec les tombes à sacrifice, en fait, d'accord, qui sont localisées dans un secteur qui est le plus ancien. Ici, vous avez les tombes les plus récentes, et ici, vous avez tout un ensemble de tombes, ici des tombes récentes, etc. Et on a un indicateur, si vous voulez, on a un indicateur qui est celui des hypoplasies de l'émail. Alors, je vous épargne ça, mais en fait, sur la dent, si vous voulez, quand on est en cours de croissance, chaque fois qu'on a un stress, il se marque. Et vous avez ici la localisation des stress dans la nécropole. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les tombes avec l'élite, puisqu'il y avait des tombes satellites, ils n'ont pas du tout de stress, tandis que celles ici, avec toute cette zone où on a ces gens qui ont eu le crâne arraché, etc., sont des zones qui étaient de sujets beaucoup plus pauvres, si vous voulez. Et donc on commence à comprendre comment sont organisées ces nécropoles. Et alors, dans l'organisation de ces nécropoles, on a les liens de parenté
d'accord, on s'aperçoit qu'ici, à la fin de la nécropole, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un ensemble Sionnou qui est très important, et cet ensemble Sionnou qui a duré 3 siècles, eh bien ici, en fait, on a une tribu turque qui elle prend le contrôle de la nécropole, et c'est un homme, sa femme et leurs 4 fils qui s'y font enterrer. Donc on a quelque chose qui est assez étonnant, si vous voulez, du point de vue des inhumations. Et ici, vous voyez qu'on a finalement peu de liens de parenté à l'intérieur de cette nécropole. Et ce sont surtout les lignées féminines qui sont bien représentées dans la nécropole, avec finalement pas trop de lignées masculines. Ce qui est intéressant cependant, et je tiens à vous le noter sans rentrer dans le détail, c'est que vous vous souvenez que la nécropole, elle se développe autour de 2 pôles. Un pôle ici, un pôle là-bas, puis après elle se développe comme ça, et puis elle se développe comme ça. Eh bien en fait, dès la création des 2 pôles, vous avez des parents entre les 2 pôles, seulement ici c'est un pôle riche, et ici c'est un pôle pauvre. Okay, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande pourquoi les Turcs, ils prennent le contrôle de cette nécropole. Ils prennent le contrôle de cette nécropole, ils se font tous enterrer ici parce qu'ils sont parents entre eux, d'accord, un père, la femme et ses 4 fils, mais ils avaient épousé en fait des descendantes des lignées mongoles. Donc en fait, ils prennent un contrôle politique, ils se marient avec les femmes et ensuite ils sont enterrés dans la nécropole. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une nécropole impériale, c'est de l'or. Ça, c'est Egingol, c'est la même chose, mais c'est en bouleau, en écorce de bouleau. Donc on est dans une même tradition, si vous voulez, mais moins riche, d'accord, et avec des représentations un peu différentes. On retrouve effectivement quelques fragments de miroirs en bronze, okay, et il n'y a pas de chariot à Egingol, mais en revanche, ils voyaient des chariots parce qu'on a des fonds de peau en bouleau, et sur ces fonds d'écorce en bouleau, ben, ils étaient très, très marqués, si vous voulez, parce qu'ils devaient voir passer des chariots chinois, etc. Et donc, il les dessinait quand ils passaient. Alors là, vous avez toute une interprétation, il y a une route au milieu, etc. Et en même temps, ils ont un mobilier qui leur est propre, qui est un mobilier d'art des steppes. Et ce qui est très intéressant, pour terminer, sur Egingol, c'est qu'on est face à une nécropole où en fait on retrouve sur les cercueils ces éléments ici, d'accord? Et ces éléments, qu'est-ce que c'est? Le soleil et la lune. Et le soleil et la lune, ce sont les grands éléments religieux des Sionnou. Si on essaie, si vous voulez, de faire une synthèse sur cette nécropole, qui par ailleurs est une synthèse où, parmi la faune, on retrouve énormément de chevaux. Hein. Vous avez ici le coffre offrande, et ici vous avez par exemple un reste de cheval dans cette tombe, et il y a des fois jusqu'à 10 chevaux qui sont inhumés dans les tombes. Ici c'est un reste d'arc. Eh bien, si on essaie de faire une synthèse sur cet ensemble funéraire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un ensemble funéraire qui dure 4 siècles, d'accord? Au moment de sa construction, dans son implantation, il s'implante comme un cimetière âne. Il s'implante comme un cimetière âne avec 2 groupes qui sont reliés entre eux, mais il y a les riches et les pauvres. Les riches, ils ont autour d'eux des tombes d'élite avec des sacrifices humains. Et des sacrifices humains, on l'a vu, qui sont plutôt terribles, d'accord? Ces sacrifices humains plutôt terribles, ça rapporte au site. Donc on est dans une ambiance empire des steppes, d'accord? On est véritablement dans une ambiance empire des steppes. Cette ambiance empire des steppes, elle est donnée par le soleil et la lune, d'accord, qui sont en fait les signes propres de la fédération Sionnou et en leur croyance en des dieux solaires et lunaires, enfin en des croyances en tout cas soleil et lune. Et en même temps, je vous ai dit toutes ces sépultures secondaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'on a fait des études pour savoir quand est-ce que les gens étaient enterrés, pour savoir quand est-ce qu'ils étaient enterrés, on a regardé, si vous voulez, à quel moment le bétail a été sacrifié. Ils sont tous enterrés en septembre. Or, septembre, c'est le grand moment de rassemblement des Mongols. Et en fait, on n'est pas face à une nécropole, on est face à un lieu de rassemblement où il y avait des sacrifices, où il y avait des ethnies qui se faisaient enterrer, si vous voulez, mais des gens qui étaient sans relation de parenté entre eux, parce que sur 4 siècles, ça a beaucoup changé, et qui finalement, ensuite, on a pris un contrôle qui était un contrôle de population turque. Et dans le même temps, les relations avec la Chine, elles étaient assez limitées. Ils avaient quelques éléments de prestige, si vous voulez,
Et on voit qu'ils étaient très impressionnés par les chariots chinois, mais finalement, on est dans le nord de la Mongolie, il reste bien, je dirais, bien empire des steppes. Alors, il fallait étudier notre nécropole sur nous. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que ce fameux lieu de rassemblement, eh bien, la mémoire s'en est peut-être gardée, parce que ça reste toujours un lieu de rassemblement. Ici, vous avez pour la fête du Nadam le grand rassemblement des gens de la vallée qui se passe sur la nécropole. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, si vous voulez, ils ont perdu la mémoire du cimetière, mais ils ont gardé la mémoire du lieu de rassemblement. Et donc, il nous fallait fouiller la nécropole de Tamir. La nécropole de Tamir, elle a été fouillée plus récemment, à une époque où les drones nous ont bien changé la vie, parce que notamment quand vous fouillez une tombe de 7 mètres, ça vous permet de faire des photos de haut sans avoir à mettre une échelle au milieu et à vous avancer sur l'échelle avec tous les copains qui disent « attention, ne tombe pas ». Donc, les drones nous ont bien changé la vie, si vous voulez, et vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, une nécropole, comme l'autre, sur une terrasse quaternaire qui dirige, au fond, on les voit mal, les montagnes, mais des plaines, ça, et puis, à 1000 km là, direct, la Chine et la Grande Muraille. Une nécropole ici, immense nécropole dont nous avons fouillé en fait tout un secteur qui est ici. Alors je ne vais pas tout reprendre comme à Egingol, si vous voulez, parce qu'on a certains rites qui sont à peu près semblables, seulement des tombes qui pour certaines sont très riches, si vous voulez, et là on a quelque chose qui est totalement nouveau par rapport à Egingol, on n'a quasiment plus de chevaux. Quasiment plus de chevaux, on a surtout des offrandes de moutons. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ambiance steppique, on est proche du Gobi. On n'est plus dans le corridor des steppes. Et donc, on a essentiellement des chevaux avec des tombes qui sont parfois très grandes. Et je vous note ceci. Ici, à l'extérieur des tombes, assez souvent, un brûle-parfum. Et ici, vous avez un autre type de tombe, si vous voulez. Il y a d'autres tombes qui sont plus modestes, tombes satellites, comme à Egingol, mais pour lesquels on n'a pas pour l'instant de ça. Et contrairement à Egingol, énormément de céramique. Donc en fait, on a un coffre, mais pas de coffre à offrande, mais ils mettent les éléments dans le côté du coffre, alors qu'à Egingol, ça existait, mais ils le mettaient derrière. Donc voilà, des rites funéraires qui sont parfois un peu différents. Et, chose extraordinaire, alors que les tombes ont été pillées, on retrouve un disque intact. Un disque intact, ça c'est plutôt étonnant, et des cloches, et des pièces de monnaie chinoises. Je vous ai dit, les Mongols, c'est Francis Duranton qui vous l'a dit, le couple, c'était sacré, quand un meurt, on casse, ça va chez l'un, ça va chez l'autre. Les Chinois, ils sont toujours enterrés avec les disques complets. D'accord. Tamir, seule nécropole de Mongolie, alors il n'y a eu que 2 fouillés, mais beaucoup de tombes fouillées, où on trouve des miroirs intacts. Ensuite, énormément de céramiques, très variées, certaines directement importées d'Asie centrale. Des objets en or dans certaines tombes, mais ces objets en or, c'est de l'arcite ou de Bactriane. Et on retrouve en fait pas mal de lacs, et des lacs prestigieuses, là. Alors, on n'est pas comme à Noinula, mais on n'est pas non plus comme à Egingol, si vous voulez. Il n'y a pas que des babioles. Ce que vous voyez là, c'est un carquois. Alors, évidemment, c'est ce qu'il en reste, mais c'est un carquois en lac. Un carquois en lac, ce n'était pas n'importe quoi, ce n'était pas une babiole quand même en lac. Et des pièces, et des brûle-parfums. Souvenez-vous que chez les Han, le matériel funéraire est celui de la tombe de l'éphémère empereur Liu-Tzu, plus de 10 tonnes de pièces de monnaie de bronze, nous on n'a que quelques-unes, 400 objets en or, vous avez vu que les objets en or, on en a quelques-uns, mais on n'en a pas 400, de la variole précieuse, des objets en lac, ainsi que de nombreux textes sur les lamelles de bambou, et surtout un brûle-parfum en bronze. Et en fait, les brûle-parfums, si vous voulez, ça s'inclut dans tout ce qui est taoïste, etc., c'est la Chine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, on retrouve, nous, ces éléments, vous voyez, il y a une pièce de monnaie chinoise, ça a été pillé, des éléments de la laque, et parfois de qualité, celle-là, d'accord. Et on a des cercueils, des coffres, avec parfois des plats en lac qui ont été déposés au fond, et toujours ces brûle-parfums ici. Nous n'avons ni jamais la Lune, ni jamais le Soleil. En revanche, nous avons les liens de parenté dans cette nécropole.
Et les liens de parenté dans cette nécropole, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Que vous avez deux groupes, un qui est ici, où les liens de parenté sont en rouge, si vous voulez, un qui est ici, avec essentiellement des tombes riches, et un peu et des tombes pauvres ici, et un autre qui est ici, mais qui est dispersé sur une grande distance. Vous avez l'arbre généalogique qui est ici, et vous voyez que ces deux groupes, le groupe ici et le groupe dispersé ici, alors celui-là, il est là, le jaune, il est évidemment dans le jaune, ils sont reliés par des ancêtres communs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on peut suivre, du coup, ce qui se passe dans la nécropole. En fait, dans cette partie ici, il y a un sceau qui ressemble à un sceau chinois. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Chinois a confié un sceau à un Xiongnu, et ça, c'était classique, si vous voulez, quand il voulait faire des signes d'allégeance. Donc, il confie un sceau à un Chinois, et ensuite, vous avez toute une association qui se passe d'hommes, femmes, etc. Et ce sont des tombes riches, sauf la dernière qui est pauvre. Ici, c'est pareil, la dernière est pauvre. Mais à cet endroit-là, on a plutôt des tombes riches et surtout des importations. Et ici, si vous voulez, les tombes sont un peu moins riches, sauf effectivement, et ça ressemble ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous ici regroupés et pourquoi là, ils ne sont pas regroupés, alors qu'ils ont un même ancêtre commun? En fait, si vous voulez, la réponse d'ici nous a été donnée par l'organisation des tombeaux à Madagascar. C'est-à-dire que pour avoir cette organisation ici, on s'est mis à 3 pendant un mois, on a bossé, on a fait toutes les simulations phylogéniques, etc. Il n'en est rien sorti. D'accord? Et j'ai montré ça à une collègue malgache, spécialiste des rites funéraires, en disant « il ne s'en sort rien ». Et je lui donne les liens de parenté. Et elle me les explique immédiatement. Je me dis « mais c'est comme à Madagascar ». Elle me dit « situer les tombes à Madagascar sont pour les gens de la même famille, les hommes. Si la femme se marie, elle doit aller rejoindre la tombe de son époux. Mais de temps en temps, il y a une femme qui dit « moi, je ne veux pas aller à la tombe de mon époux, je veux être inhumée chez vous ». Or, celle-là, ils disent que ce n'est pas possible, ils vont même la mettre à l'extérieur. Et si son époux, il dit « moi, je ne m'entends pas avec mes frères, je veux venir », alors là, c'est une catastrophe, il faut construire un nouveau tombeau. Okay, c'est pour ça que des fois de nouveaux tombeaux sont construits. Et en fait, c'est ce qui se passe dans cette nécropole. En fait, je ne vais pas tout vous reprendre, mais en fait, il se passe un jeu de ping-pong. C'est-à-dire que les premiers se marient ici, et puis ensuite, en fait, ils se marient avec des extérieurs à la nécropole, et donc ils les envoient au fond. Leurs enfants ont le droit de revenir, mais leurs enfants se remarient, etc. Et ensuite, par les liens de parenté, on se demande, mais pourquoi ils se sont mariés avec des gens extérieurs? Mais c'est normal, parce que ici, ils sont très riches, mais elle est très pauvre. D'accord? Pourquoi? C'est eux qui ont eu le sceau. Elle est très pauvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la marient avec quelqu'un de très riche, qu'on ne retrouve pas, mais sa fille devient très riche. Donc elle est dans une tombe pauvre, et sa fille est dans une tombe super riche. Et donc sa fille, si vous voulez, c'est des alliances. D'accord? Il faut marier la fille avec quelqu'un de riche. Mais le quelqu'un de riche, on ne le veut pas dans la nécropole. Donc on l'envoie en haut. Mais leur petit-fils, il y a droit. Il revient. Et donc, on a les alliances matrimoniales. Par tout un jeu, si vous voulez, d'études, notamment en intelligence artificielle, on arrive à montrer qu'on retrouve, de par le mobilier, très facilement les sujets riches, mais très difficilement les gens de la même famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des pauvres parmi eux, et qu'ils les remarient. Et qu'ensuite, à la fin de la nécropole se termine au 1er siècle de notre ère, ils deviennent tous très pauvres. Alors, l'interprétation, transmission verticale du statut social, c'est ce que je viens de vous expliquer, qu'on arrive à démontrer des stratégies d'alliance des familles, l'évolution commerciale du moment. Et alors l'évolution commerciale du moment, c'est que ici, c'est plus ou moins des vassaux des Chinois, ici il y a un gros commerce avec la Chine, et là il n'y en a plus. En fait, si vous voulez, ça reflète des documents historiques que disent les Chinois. Qu'est-ce qu'ils disent les Chinois? En fait, on sait que les Xiongnu du Nord, et eux, c'était des Xiongnu du Nord parce qu'ils sont sur les rives de l'Oron, les Xiongnu du Nord. En fait, l'Oron est ici, si vous voulez, et Tamir est ici. Tamir, c'est un affluent de l'Oron. En fait, en 89, après Jésus-Christ, ils sont défaits par les Han. Et nous, d'un point de vue C14, la chronologie de la nécropole, c'est 90-100 après Jésus-Christ. Donc ça colle parfaitement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont défaits par les Han, au moins ils sont défaits par les Han, ils sont plus riches, et ils s'en vont. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent en 55 par les Xianpei, qui sont en fait des tribus certainement turques. Donc en fait,
eux, ils ont été défaits par les Han, et la nécropole a disparu. Et alors, ce qui est assez intéressant, d'accord, moins 119 avant Jésus-Christ, les Han battent les Sionnou. Les Sionnou doivent s'installer au nord du désert de Gobi. Donc si j'essaie de retracer mon histoire de la nécropole, pourquoi mes Sionnou, pourquoi j'ai cette nécropole au nord du désert de Gobi? Je l'ai parce que c'était des Sionnou du sud, bien en contact avec la Chine, qui remontent sur le nord, qui s'installent en périphérie du désert de Gobi. Ils deviennent les vassaux des Chinois, comme le montre le sceau. Ensuite, ils bénéficient d'une période d'expansion économique, et sur la fin de l'expansion économique, ben, ils sont partis, ils s'en vont. Et alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que Egingol, au nord, c'est totalement différent. Ceux du sud, en fait, on appelle ça des Sionnou, mais ils n'ont pas le soleil, ils n'ont pas la lune, mais ils ont le brûle-parfum et ils ont des disques intacts dans les tombes. Donc, ce qui veut dire que ceux du sud, ils étaient véritablement en contact avec les Chinois, d'accord, que ceux du nord, les Chinois, ils les voyaient de temps en temps et ils s'inspiraient un peu, et tandis qu'on avait au milieu une élite qui, elle, essayait de copier les rites chinois, mais en même temps qu'elle les copiait, en fait, elle avait un or qui était un or local et de temps en temps quelques pièces d'exception, mais qui n'avaient rien à voir avec celles des empereurs chinois. Et donc on essaye, si vous voulez, par ce biais, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une acculturation? Pas réellement, si vous voulez. Est-ce qu'il y a eu un phénomène de frontière? Oui, certainement, mais contrairement à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, l'étude des nécropoles nous démontre, c'est bien souvent le cas, que les phénomènes sont plus complexes parce que ce qu'on appelle l'empire des steppes et l'empire Sionnou est en fait une juxtaposition de tribus qui n'avaient pas du tout les mêmes contacts, suivant où elles étaient, avec la Chine. Donc je vous remercie pour votre attention. Évidemment, je n'ai pas fait ça tout seul, d'accord. Vous avez une partie là, de l'équipe qui est sur le terrain, et notamment, on a été soutenu pendant très longtemps par notre ami Pierre-Henri Giscard et Tourbat, qui est le co-directeur mongol des expéditions, avec moi-même qui dirige les expéditions en France. Voilà, je pense avoir terminé.